définition en dessous. Cette définition en dessous n'est pas fausse, mais elle est plus restrictive, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que certains OGM. Et elle dit quoi, cette seconde définition? Elle dit qu'un OGM, c'est un organisme vivant, pareil, animal, végétal, microbe, dans lequel on a introduit un gène étranger ou plusieurs gènes étrangers. C'est-à-dire, je vous disais, un gène de bactérie dans le maïs est un OGM. Un gène humain dans une bactérie, on va voir ça dans un instant, la bactérie est un OGM. Un gène de chou-fleur dans l'éléphant est un OGM, etc. Ça, je n'ai pas d'exemple. Hein. Mais voilà, mais on peut tout imaginer. Mais ces OGM particuliers, c'est ce qu'on appelle des organismes transgéniques, parce que le gène étranger qu'on a mis de la bactérie dans le maïs, c'est ce qu'on appelle un transgène. Et la transgénèse, c'est l'ensemble de la technique qui permet de faire des organismes transgéniques. Alors bien sûr, tous les organismes transgéniques sont des OGM, puisque si j'ai mis des gènes étrangers dedans, j'ai bien sûr modifié de façon non naturelle les caractéristiques génétiques initiales de l'organisme, mais tous les OGM ne sont pas transgéniques. Si j'inactive un gène dans un organisme, j'ai bien modifié de façon non naturelle les caractéristiques génétiques de l'organisme, mais je n'ai pas mis de gène étranger dedans. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la définition du bas est incluse dans celle du haut. Tous les transgéniques sont des OGM, mais tous les OGM ne sont pas transgéniques. Et si j'insiste autant là-dessus, c'est parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des OGM cachés. Je vais vous en parler avec les microbes, mais il y en a également chez les plantes. C'est-à-dire, tous les OGM qui sont transgéniques ici sont reconnus comme étant des OGM sur le plan technique, mais également sur le plan juridique. C'est la directive européenne 2001-18. Donc ces OGM sont légiférés. Ils sont évalués, très mal, mais ils sont évalués, alors qu'il y a d'autres OGM qui sont obtenus par une technique qui n'est pas la transgénèse, parce qu'on n'a pas mis de gènes étrangers, de transgènes dans l'organisme, et ces OGM sont bien reconnus comme étant sur le plan technique des OGM, dans la directive européenne, mais pas sur le plan juridique. Ça veut dire que ces OGM échappent au champ d'application de la directive européenne. Et ça, ben ça concerne aujourd'hui beaucoup de plantes, c'est du tournesol et du colza essentiellement. Alors quand on nous dit qu'il n'y a plus d'OGM agricoles cultivés en France, il n'y a plus d'OGM transgéniques cultivés en France. Parce que pour cultiver dans un pays européen à une échelle commerciale un OGM, il faut qu'il ait été autorisé à la culture au niveau européen. Or, il n'y en a qu'un qui est autorisé à la culture, un OGM transgénique au niveau européen, c'est un maïs, le maïs Monsanto 810. Et ce maïs fait l'objet d'une interdiction en France. Du coup, il n'est pas cultivé en France. Donc, il n'y a plus d'OGM transgéniques cultivés en France depuis 2008. Alors, on nous dit, vous voyez, il n'y a plus d'OGM cultivés en France. Il n'y a plus d'OGM transgéniques. Mais aujourd'hui, on a du tournesol et du colza, qui est du tournesol et du colza génétiquement modifiés, mais pas par transgénèse. Ça veut dire que dans le tournesol, il n'y a pas de gènes étrangers, il n'y a que des gènes de tournesol. Dans le colza, il n'y a que des gènes de colza, mais on a eu recours à une autre technique qui est une méthode chimique pour modifier les gènes, et du coup, ces colzas et ces maïs sont reconnus comme étant des OGM d'un point de vue technique, mais pas d'un point de vue juridique, et ils échappent au champ d'application de la directive européenne. Ça veut dire que les agriculteurs qui les cultivent ne sont pas tenus d'informer la mairie de où se trouve la parcelle. Il n'y a aucune évaluation de ces colzas et de ces tournesols, alors que ce sont des colzas et des tournesols qui ont été modifiés génétiquement pour leur permettre de tolérer des herbicides à base de sulfonylurée. Ça veut dire que ces herbicides se retrouvent dans l'huile de tournesol et dans l'huile de colza. Et aucune évaluation parce qu'ils échappent à la directive européenne. OGM cachés. Voilà ce que sont les OGM cachés. Et moi, à travers les microbes, ben, je vais vous montrer que ce qui se fait en Europe aujourd'hui, essentiellement avec les microbes génétiquement modifiés, que l'on veut utiliser pour faire du pain, qu'on veut utiliser pour faire du vin, qu'on veut utiliser pour faire du fromage et des yaourts, eh bien, ce sont essentiellement des OGM cachés, c'est-à-dire reconnus comme étant OGM d'un point de vue technique, mais pas d'un point de vue juridique. Voilà, alors ça, ces deux aspects de la définition, c'est extrêmement important pour ces raisons-là. Maintenant, vous voyez que pour définir un OGM, j'ai parlé de gène. Oui, mais c'est quoi un gène? C'est la fameuse cascade de mon dictionnaire dont je parlais il y a un instant. Et c'est là que plutôt que d'aller de définition en définition, je préfère vous donner
quelques notions de biologie de base pour permettre comment fonctionne le vivant d'une manière extrêmement succincte, mais pour comprendre en tout cas la suite de mon propos et sur quoi est basée la possibilité pour nous les chercheurs de fabriquer des OGM. Alors, il faut savoir que nous sommes tous les organismes vivants, que ce soit des plantes, des animaux, des microbes, nous sommes tous constitués de cellules. C'est les fameuses 10 minutes un peu techniques, mais je vous rassure, ça va s'arranger très bien. Nous sommes tous constitués de cellules. Certains organismes ne sont constitués que d'une seule cellule. Ce sont les organismes unicellulaires. Ce sont par exemple les bactéries. Ce sont les levures, la levure de boulanger par exemple. C'est un champignon unicellulaire. Les algues, des algues, pas toutes, mais des algues unicellulaires. Et puis il y a des organismes très complexes comme nous, les humains, les animaux en général, les plantes qui sont constituées de milliards de cellules. Nous, on a des cellules du cerveau, des cellules du cœur, des cellules du foie, des cellules du rein, des cellules sanguines, des globules rouges, des globules blancs, des cellules osseuses. Bon, il faut s'y faire, c'est comme ça, on est un tas de cellules et tout fonctionne en harmonie. La plante, c'est pareil, il y a des cellules de la racine, de la tige, de la feuille, et tout ça, ça fait un organisme entier. Ces cellules, elles ont des spécialités différentes. Une cellule du cerveau ne fait pas la même chose qu'une cellule du cœur ou du foie ou du rein. Mais elles ont aussi des caractéristiques communes. Et ce sont à ces caractéristiques communes qu'on va s'intéresser maintenant. On va imaginer, pour faire simple, que la cellule a la forme d'un ballon de rugby. C'est le cas d'un certain nombre de cellules. Il y a des cellules qui ont des formes très bizarroïdes, comme les cellules du cerveau. Ce n'est pas grave pour mon propos. On va imaginer un ballon de rugby qu'on va couper en deux, longitudinalement, pour regarder ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'une cellule, c'est un sac avec du liquide dedans, avec une matière homogène. Pas du tout. Une cellule, c'est une véritable architecture extrêmement sophistiquée. Mon schéma ici, est très simplifié par rapport à la réalité. Mais une cellule, c'est une véritable usine. Une usine dans laquelle il y a des pièces, des compartiments, des portes, des fenêtres où on peut rentrer, on peut sortir. C'est très dynamique. C'est tout ça, la cellule. Et puis, il y a un compartiment à l'intérieur de la cellule, un peu plus gros que les autres, là, que j'ai représenté sous la forme d'un œuf beige, qu'on appelle le noyau. Et si on regarde un petit peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, on y trouve de très grosses molécules, très compactes pour qu'elles puissent rentrer dans le noyau. Ces grosses molécules, vous en avez tous entendu parler, ce sont les chromosomes. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble un chromosome, si on va dans le noyau chercher ces grosses molécules et puis qu'on leur donne un peu d'air pour qu'elles se décompriment, parce qu'elles sont tellement grosses que si elles ne sont pas tassées, elles ne rentrent pas dans le noyau, si on leur donne un peu d'air pour les décomprimer, eh bien voilà à quoi ça ressemble un chromosome. Vous avez la molécule qui est complètement tassée ici, là, elle est totalement décompressée, et quand la molécule est décompressée, eh bien ça fait comme un escalier en colimaçon, c'est-à-dire deux brins en parallèle, entourés autour d'un axe, pour former une double hélice, la fameuse double hélice d'ADN, dont vous avez certainement déjà entendu parler, l'ADN étant l'acronyme du constituant chimique des chromosomes. Eh bien, voilà la double hélice d'ADN. Alors, chaque brin de la double hélice est constitué lui-même, chacun des deux montants de l'escalier en colimaçon, est constitué lui-même par l'enchaînement à la queue leu de 4 molécules plus petites, que l'on désigne par leurs initiales respectives, donc 4 lettres A, G, C, T. Et c'est l'enchaînement de ces 4 molécules A, G, C, T à la queue leu qui va constituer chacun des deux brins marrons de la double hélice. Et quand on dit qu'on va séquencer une molécule d'ADN ou séquencer un chromosome, ça veut dire qu'on va déterminer l'ordre de succession des 4 lettres AGCT tout le long de la molécule. Je vous donne un exemple, on a séquencé cette molécule et on a AGGTCA, TGA, TTTT, CAG, etc. Vous imaginez le nombre de combinaisons possibles. C'est ce qui explique qu'avec les empreintes génétiques, c'est aussi d'actualité. Les empreintes génétiques, c'est l'ordre de succession des 4 lettres AGCT sur différentes portions de nos chromosomes. On soit capable d'identifier un individu parmi les 7 milliards de la planète. Alors, les seuls individus qui ont exactement la même succession des 4 lettres sur tous leurs chromosomes sont en fait les clones naturels, qui sont en quelque sorte, pour parler des animaux, des vrais jumeaux. Voilà. Alors, nous, par exemple, les humains, nous avons dans le noyau de chacune de nos milliards de cellules 23 chromosomes différents. Ils sont tous en double, ça fait 46. On en a 23 de notre papa, 23 de notre maman. Quand un spermatozoïde rencontre un ovule, le spermatozoïde apporte 23 chromosomes, la maman en apporte 23, ça féconde, et hop, 46, c'est reparti pour un tour.
Donc le lapin en a 23 comme nous, le maïs je ne sais plus, le blé je ne sais plus, le cochon non plus, peu importe. Chaque espèce vivante a un nombre bien défini de chromosomes. La levure de boulanger dont je vais parler tout à l'heure, avec laquelle on fait le pain ou le vin, en a 8. Moi je travaille sur un champignon microscopique du sol qui en a 16, etc., etc. Donc ça c'est les chromosomes. Et quand on dit qu'on a séquencé un génome, le génome c'est l'ensemble des chromosomes d'un organisme vivant. Donc le génome humain, c'est les 23 chromosomes humains différents, eh bien, le séquençage du génome humain, c'est quelque chose qui s'est terminé en 2003. Ça représente le séquençage du génome humain, 100 livres, format A4, 100 pages chacun, caractère 12. Vous imaginez le nombre de lettres. Et je dis bien, on a séquencé le génome humain, et non pas comme on nous rebat les oreilles dans les périodes télétonesques, où on nous dit, on a décrypté le génome humain. Non, c'est faux. On en est à des années-lumière. On aura décrypté le génome humain le jour où on aura compris toute la signification de ces 4 lettres sur les 100 livres format A4, 100 pages chacun, et qui permettent à nos usines cellulaires de fonctionner. Là, on aura décrypté. On en est à des années-lumière. On n'a décrypté que des tout petits bouts. C'est-à-dire qu'on a identifié des petits morceaux de séquence en 4 lettres sur différentes parties de nos chromosomes, pour lesquels on a pu mettre en évidence une ou quelques fonctions biologiques qui se cachent derrière. Et ces petits morceaux de séquence pour lesquels on a pu identifier des fonctions biologiques, c'est ce qu'on appelle des gènes. Alors les gènes, c'est donc des... Voilà, ici par exemple, on a identifié un gène. Alors comment on fait pour identifier les gènes? Eh bien, soit on a des méthodes expérimentales, je vous passe les détails, soit on a des méthodes informatiques, quand on a accès à tout le livre génétique d'un organisme vivant comme les humains, les 100 livres format A4, 100 pages chacun, on rentre tout ça dans un logiciel informatique qui va mouliner et qui va chercher, d'après la définition qu'on lui a donnée d'un gène, qui est forcément une définition approximative, précaire, eh bien on va lui dire, voilà, on va dire à notre logiciel, cherche-nous où est-ce qu'il y a des gènes là-dedans. Et qu'est-ce qu'on va dire à notre logiciel? On va lui dire, d'après ce qu'on sait des gènes aujourd'hui, un gène, ça commence toujours par ATG, ça se termine souvent par TAA, avec un multiple de 3 entre les deux. Bon, le logiciel, il intègre, il cherche, il dit, ah, ben là, j'ai trouvé quelque chose qui commence par ATG, qui se termine par TAA, avec un multiple de 3, donc ça doit être ce que vous m'avez dit être un gène. Après, à nous, chercheurs, d'essayer de comprendre quelle est la fonction biologique qui se cache derrière. Alors, pour résumer tout ça, on pourrait dire que le génome, l'ensemble des chromosomes d'un organisme vivant, c'est une encyclopédie, où chaque chromosome est un volume de l'encyclopédie. Donc nous, il y a 23 volumes, puisqu'il y a 23 chromosomes différents chez les humains. Dans chaque volume, il y a des phrases, ce sont les gènes, et le tout est écrit dans un alphabet de 4 lettres AGCT, c'est le langage génétique. Alors maintenant, à quoi ça sert les gènes? C'est-à-dire quelles sont les fonctions biologiques qui se cachent derrière la séquence en 4 lettres d'un gène? Alors pour l'essentiel de ce qu'on en connaît, je dis bien l'essentiel, c'est loin d'être le cas pour tous les gènes. Mais pour l'essentiel de ce qu'on en connaît aujourd'hui, les gènes détiennent le secret de fabrication des protéines. Oui, mais c'est quoi les protéines? La cascade de Mont-Larousse. Je vous rassure, je ne vais pas faire toutes les pages. Hein. Les protéines, c'est quoi? C'est des très grosses molécules qui sont constituées par l'enchaînement à la queue leu, non pas de 4, mais de 20 molécules plus petites différentes. Vous imaginez un collier de perles avec des perles de 20 couleurs différentes. Et pour fabriquer une protéine, eh bien, vous mettez sur le fil une perle noire, une perle verte, une perle bleue, une perle blanche, une perle rouge, une perle rouge, une perle verte, une perle orange. Et qu'est-ce qui va déterminer l'ordre de la succession des couleurs des perles sur le fil pour faire la protéine? C'est l'ordre de succession des 4 lettres dans le gène. Imaginons par exemple qu'à un moment donné, la cellule elle a besoin, pour faire une opération particulière, de fabriquer cette protéine. Eh bien, il y a toute une machinerie qui se met en route, qui va dans le noyau chercher sur le bon chromosome le gène qui détient le secret de fabrication de la protéine, et la machinerie en question va décoder le gène. Elle va dire ATG, on met une perle bleue, TTT, on met une perle verte, CAG, on met une perle jaune, parce que les lettres dans les gènes se lisent 3 par 3. Tous les mots dans le langage génétique font tous la même taille et font tous 3 lettres. Nous, on a un alphabet de 26 lettres avec des mots qui vont de 1 à 25. Ici, il y a un alphabet de 4 lettres, AGCT, et tous les mots font 3 lettres. Ce qui fait 64 mots possibles
pour déterminer 20 couleurs de perles. Pourquoi il y a plus de mots que de perles? Parce qu'il y a plusieurs mots pour la même perle. Je passe les détails. D'accord?